Merci. Donc il est 19 heures. Je déclare la séance du Conseil municipal du 27 octobre 2020 ouverte. Je vais procéder à l'appel des conseillers et à la vérification du quorum. Donc Gérard Dubois présent, Michel Bonan, Catherine Rioux, Bertrand Vallat, Valérie Tissot, Christophe Lallemand, procuration à Michel Bonan, Brigitte Chancrin, Hubert Malmened, Roger Loua, Christine D'Angelo, Élise Fayolle, Audrey Moulin, Pascal Sellier, Mathilde Magdinier, Alexandre Badet, Martine Degout, Arnaud Buchon, procuration à Valérie Tissot, Joël Pozon, William Ingrao, Valentine Knapp, Jacques Manvy, Pascal Olanier, Louis Marat, Jean-Pierre Bruyère, Jocelyne Roche, Gilles Berset, Sylvie Dinello, Dominique Deschandons et Magali Rousset. Le quorum est atteint. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance précédente ? S'il n'y a pas d'observation, le procès-verbal est approuvé. Merci. Comme secrétaire de séance, je propose Bertrand Vallat, s'il veut bien. Merci également. Présentation par les rapporteurs de chaque dossier mentionné à l'ordre du jour et mis au vote des propositions. Il y a d'abord le compte-rendu de la délégation de signature consentie au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. C'est la décision administrative numéro 2020-17. C'est l'attribution des marchés relative aux travaux d'aménagement de voiries, chemin des Granges et rue Villemagne à l'entreprise FH Route Centre-Est, 17 boulevard Charles Voisin, BP 96, 42 162 Andrézieux-Boutéon, d'un montant de 198 812,65 € hors taxe, soit 238 575,18 € TTC. Finances, donc budget commune, décision modificative numéro 1, rapporteur Hubert Malmened. Ok, merci. Bonsoir à tous. Je vais vous énoncer les différentes décisions modificatives concernant le budget commune. Pour rappel, ces décisions modificatives sont votées par chapitre et non pas par article. Donc, considérant que cette décision modificative est l'occasion de revoir au plus près les besoins de crédits nécessaires à la réalisation du service public. Donc, nous allons commencer par la section fonctionnement. Pour ce faire, la section fonctionnement recettes, où vous trouvez un excédent de fonctionnement de 860,15 € qui correspond au résultat du CIPAB suite à sa dissolution au 31 décembre 2019. En ce qui concerne le budget de fonctionnement, toujours maintenant en dépenses, il y a lieu de lire la colonne avec le code 67 et la colonne 22, les 172 000 qui étaient prévus, donc c'était la prise en compte en 2020 des charges exceptionnelles d'urgence liées au confinement. Pour info, ces charges seront désormais incluses dans les charges générales. Les dépenses imprévues étaient d'un montant de 140 194,99 et la cagnotte est suffisante, donc nous enlevons 19 139,95.
En ce qui concerne le code 42, c'est une opération d'ordre concernant les ajustements d'amortissement pour 20 000 euros. Donc, ce qui nous permet d'équilibrer le budget de fonctionnement, tant en dépenses qu'en recettes. En ce qui concerne le budget d'investissement en recettes, le numéro de chapitre 16 qui correspond à l'emprunt et dette, il était prévu, comme on l'avait fait dans cette salle lors du premier conseil municipal, ou le deuxième plus exactement, pour présenter le budget primitif. Il avait été prévu un recours à l'emprunt de 600 000 sur l'exercice, et je m'étais exprimé là-dessus d'ailleurs à ce moment-là, pour vous dire qu'on n'aura pas d'augmentation de cette ligne, mais au contraire, je la réduirai, si cela était possible, après étude. Donc c'est chose faite, plus cette diminution sera de moitié, c'est-à-dire au lieu des 600 000 prévus, donc on va proposer un emprunt de 300 000, dont la durée sera proposée en consultation de 15 ou 20 ans avec les établissements bancaires. Donc sur cette ligne, nous enlevons 300 000. Les produits de cession, qui étaient de 1 350 000 au primitif, nous enlevons 20 000 parce que toutes les ventes n'ont pas été réalisées, notamment le Vival qui était prévu pour environ 100 000 euros. En ce qui concerne la ligne 40, donc là c'est recettes d'investissement, dépenses de fonctionnement, c'est des opérations d'ordre, c'est toujours les ajustements d'amortissement. Donc là, nous rajoutons 20 000 euros. Et nous avons donc, en ce qui concerne l'excédent d'investissement, toujours du CIPAB, donc un montant de 107 273,87 euros, ce qui nous permet donc de cumuler avec d'autres lignes une diminution de la section de 192 726,13 euros. En ce qui concerne le budget d'investissement dépenses, la subvention d'équipement qui était prévue de 160 000, nous enlevons 15 000. Pour information, ces 15 000 correspondent aux subventions Covid qui devaient être versées au commerce. Elles seront versées par CCFE dans les attributions de compensation, compte 73 211. En ce qui concerne la ligne intégration voirie lotissement, donc il était prévu 19 784. Donc comme vous le savez, il y a un bon nombre de lotissements qui sont à intégrer et qui restent à intégrer. Vu la lenteur administrative dans les études et la somme qui était prévue, donc on diminue de 9 784. En ce qui concerne la 2013-103, restructuration du centre-bourg, tout simplement nous enlevons 9 754,47 euros qui est le solde des travaux. En ce qui concerne la 2014-102, la sécurité vidéoprotection, nous avons ajouté 15 000 euros. C'est un ajustement qui est lié au changement de 2 caméras qui ont été endommagées lors des orages de juillet de cet été. Le règlement de l'assurance viendra être versé dans les recettes de fonctionnement. En ce qui concerne le chapitre 2016-101, travaux d'accessibilité, ces travaux d'accessibilité extérieure ont été intégrés dans les opérations d'aménagement sur Villeman-Grange, élargissement de trottoirs, absence d'obstacles, enfouissement réseau, ce qui nous permet d'enlever 50 000 euros. 2016-106, réhabilitation foyer des travailleurs. Donc on avait inscrit 593 107,15. Ce projet fait l'objet d'une nouvelle réflexion qui est en cours. Donc il a été prévu bien sûr de le financer
en partie avec l'emprunt. Donc nous diminuons la ligne de 200 000 qui correspondait à ce montant. Le chapitre 2018-100, équipement et travaux généraux 2018, c'est une ligne qui va disparaître. Pourquoi ? Parce que c'était un peu fourre-tout, c'était des opérations qui étaient de petits travaux. Maintenant, les opérations sont déclinées, et ça c'est mon prédécesseur qui a organisé ça, et je pense que c'est une très bonne initiative pour la lisibilité, seront déclinées à partir de 2019, donc sont déclinées à partir de 2019 sur différentes opérations avec pour but de rendre justement plus lisible l'affectation des dépenses. En ce qui concerne la 2018-101, pour votre information, il y a une ligne de 310 169,09. Cela correspondait à un engagement en 2018 pour la délocalisation du groupe scolaire, d'un groupe scolaire, des glycines. Cela dit, en 2017, il y a eu une lettre d'injonction de la part de la sous-préfecture de Montbrison et de la commission de sécurité qui demandait donc à la commune de faire des travaux de sécurité, sans quoi ils annonçaient la fermeture du groupe. Donc de ce fait, donc, les travaux ont été entamés, ont été sanctionnés par une commission de sécurité en août, juste avant la rentrée. Ça s'est très bien passé. Pour information, il y a déjà 275 000 d'engagés sur cette ligne. Et bien sûr, vont se rajouter les différents compléments, notamment électriques et puis audio et visio. En ce qui concerne les travaux de voirie et eau pluviale 2019-101, donc c'est des travaux de petites envergures. Ces aménagements de voirie sont effectués sur plusieurs opérations distinctes. Nous pouvons donc enlever 80 000 € sur cette ligne. L'investissement des écoles 2019-102, on enlève 100 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ajournement des travaux de toiture de la maternelle Glycines en attendant la subvention dans le cadre de la relance économique. Mais cette subvention est basculée sur 2021. Donc, bien évidemment, les travaux seront reprogrammés en 2021. Il est à noter que ce n'est pas des travaux de sécurité, c'est des travaux d'entretien. 2019-104, travaux d'électricité extérieure. Là, on a eu l'opportunité de procéder au passage en LED de l'éclairage du stade. Donc, c'est pour ce faire qu'on a dû rajouter 30 000 €. Pourquoi ? Parce que dans le programme de lumière, de relamping, comme on dit, sur la commune, il est bien évident que tous les grands stades, comme le tennis, le foot ou le complexe, sont très énergivores. Donc ça permettra une économie substantielle, parce que le passage en LED, je rappelle, c'est l'ordre de consommation de moins 50 à 60%. En ce qui concerne 2019-106, rue Villemanne, chemin des Granges, réseau et voirie. C'est des travaux de voirie qui étaient non intégrés au projet initial par l'équipe précédente. Notre souhait aujourd'hui, ça a été de finir les voies dans leur globalité. C'est pour ça qu'il y a eu une commission d'appel d'offres de septembre 2020, pour lequel donc, nous sommes amenés à rajouter 267 317,12. Et les travaux ont commencé, je crois, hier. Ah, c'est ça. Le dernier ajustement se fait sur le réaménagement du parc Manini, 2020-100. Ce projet est repoussé donc, sur 2021. Donc cet ajustement est de 35 000 €, donc ce qui nous permet de récupérer 35 000 €. Donc le budget est donc réduit, vous le voyez, de 192 726,13 €. Et nous conservons l'emprunt de 300 000 à titre prudentiel et en l'étalement de la dette. Voilà.
Donc les deux budgets sont équilibrés. Après ces décisions modificatives, juste pour info, donc j'ai demandé à Pascal Poinas de suspendre la balance. Il la fera donc après le vote de ces décisions modificatives, parce que c'était pas très intéressant de l'avoir avant. Donc la balance vous sera fournie dès son retour de vacances dans les premiers jours de la semaine prochaine. Voilà, puis on est terminé sur les décisions modificatives. Juste pour des petites infos complémentaires par rapport à ce que tu viens de dire, Hubert. Donc rue Barthélemy-Villemagne, chemin des Granges, comme il vous l'a dit, donc les travaux ont commencé lundi. Donc c'est donné pour 3 semaines de travaux. Et ensuite, ils poursuivront, puisque c'est la même entreprise, ils poursuivront donc rue Barthélemy-Villemagne, et également annoncé pour 3 semaines de chantier. Donc voilà. Et puis l'autre sujet, c'était le Covid, donc la subvention que vous a parlé Hubert, la subvention des commerces due à l'aide Covid de 2019 pour la ville de Vauches. C'est 18 commerces qui ont pu en bénéficier jusqu'à présent, à hauteur donc bien évidemment de 200 € versés par la commune, donc ce qui nous porte à un total de 3 600 € qui seront pris, comme vous l'a dit Hubert, sur les attributions de compensation. Elles seront retirées. Donc voilà, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ces décisions modificatives? Oui, donc oui, il y a une question. Merci. Je n'ai pas de questions sur les décisions modificatives en tant que telles, mais en commission finance, j'avais posé une question sur les produits exceptionnels, 48 800 €. J'avais demandé, puisque une collectivité n'a pas le droit de faire des produits financiers, quelle est l'origine de ces 48 800 €? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, 15 000 ont été inscrits au budget pour percevoir le remboursement de l'assurance suite au vol de camion en 2020. Alors, pour répondre complètement à votre remarque qui est tout à fait pertinente, j'ai relu avec attention tous les textes. Une commune peut avoir des produits financiers d'une manière très exceptionnelle. D'accord. Mais c'est pas notre cas. Par exemple, je peux vous citer, c'est une commune qui a un groupement forestier et qui est entre deux coupes à l'autorisation spéciale de placer. Dans tous les cas, bien sûr, c'est pas nous. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce qui m'a été rapporté. Je pourrais effectivement vous donner plus de détails avec la collaboration de Pascal Poinas dès son retour. Voilà. Mais autrement, c'est ce que je peux vous apporter concernant cette question. Merci. Nous allons passer au vote. Donc, je propose au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget commune, comme ça a été exposé. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Nous passons maintenant à la partie taxes communales et tarifs publics, donc de l'eau et de l'assainissement. Donc toujours Hubert. Voilà, eau et assainissement. Donc à partir de 2021, les compteurs ne seront plus achetés, mais seront donc loués. Vous avez donc ici les propositions tarifaires de 2021. Consommation domestique et industrielle, donc toujours un 35 € hors taxe le mètre cube, le droit fixe étant de 30 €. Les compteurs seront loués, et la convention de compteurs, donc je vais vous faire un petit descriptif sur les chiffres qui sont en dessous. L'EDN, donc ça veut dire un diamètre nominal pour les puristes. 15 et 20, c'est pour principalement les particuliers. Et tous les suivants, c'est pour les professionnels et les grosses entreprises. La tarification a été calculée sur une base d'un amortissement de 10 ans.
en considérant que le compteur a une durée de vie estimée à 15 ans. Le renouvellement de ces compteurs se fera d'une manière assez rythmée, puisqu'on compte à peu près 3930 foyers à équiper, à un rythme de 300 à 350 environ. Donc il nous faudra à peu près 10 ans pour faire ça. Pour être clair sur le sujet, il y a effectivement des compteurs qui ont été achetés récemment, donc ils feront l'objet d'un changement le plus tard possible dans ce programme. Il faut savoir que le parc de compteurs est très ancien, puisqu'il commence déjà daté de 1960 ou 65. Donc voilà, on aura beaucoup de travail sur 2021. En ce qui concerne le prix de l'eau, pour nous, il reste inchangé, à 1,35. La redevance d'assainissement, donc c'est indice de hors taxe mètre cube consommé. À titre comparatif, à Feur, c'est 1,72. Et le droit fixe annuel de 40 € passe à 40 € hors taxe. De 30 à 40 €. Et pour être complet sur le comparatif, le droit fixe annuel de Feur est de 19,10 €. Mais comme je vous l'ai rappelé, donc c'est le mètre cube consommé est quand même de 1,72. La facturation, j'ai calculé une facturation moyenne avec 120 mètres cubes, qui est à peu près un ménage avec 2 ou 3 enfants, fait ressortir une augmentation de 2,50, puisqu'on prend la conso plus la redevance d'assainissement. Donc pour être précis, ça passe de 429,68 € à 440,68 € hors location. Donc il faudra rajouter bien sûr 8 € pour la location. Donc pour le DN15 et voilà pour le DN15, c'est-à-dire le premier de la série qui est à peu près 80% du parc. Donc les compteurs d'eau seront loués avec un tarif annuel variant selon le diamètre nominal, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Ouais. Je vais faire un petit complément si tu veux, Hubert. Par rapport à l'eau et l'assainissement, c'est un petit rappel que je voudrais faire. Vous savez qu'en 2019, en fin d'année d'ailleurs, nous avions la commune délibéré pour éviter le transfert de l'eau et l'assainissement à l'EPCI, donc à Forêt-Est, qui nous a permis, au sein de la collectivité de Forêt-Est, également de voter donc, les 42 communes pour avoir la minorité de blocage qui consiste à avoir 25% des communes membres qui représentent plus de 20% de la population à faire la demande justement pour le report de ce transfert en 2026. Donc c'était la possibilité que le PCI avait de reporter de 6 années supplémentaires ce transfert. Ce transfert, ça va permettre à notre commune comme à d'autres de se mettre en ordre de marche, puisque quand on fait un transfert, après, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que pour harmoniser, il va falloir harmoniser les 42 communes avec un taux commun. Donc, ça pose un gros problème. Généralement, l'harmonisation ne se fait jamais par le bas, elle se fait toujours par le haut. L'argent, bien évidemment, donc les comptes de l'eau et de l'assainissement seront transférés à la communauté de communes. Donc, demain, c'est plus de l'argent qui va rentrer dans les comptes de notre collectivité. C'est pour ça que nous avons décidé d'augmenter ce droit fixe annuel de 30 à 40 €. Pourquoi? C'est dans le cadre de cette harmonisation que nous prévoyons en 2026. Et comme on sait par rapport à nos villes de CCFE, les centralités, les plus grosses centralités, donc entre Feurs, Balbigny, Moron, Panissière,
Voilà, donc on se met en ordre de marche, puisqu'on sait que de toute façon ça va augmenter. Donc pour subir une moindre augmentation en 2026, on a préféré nous augmenter tout de suite. Donc c'est vrai que c'est la commune qui prend la décision à la place de l'EPCI. On aurait pu les laisser se débrouiller en disant eh ben voilà, c'est vous qui augmentez le droit fixe. Sauf que nous, entre 2021 et 2026, cet argent va tomber, bien, je dirais, dans la cagnotte de la collectivité, et qui va nous permettre, comme vous le voyez, depuis 2017, donc nous sommes soumis avec l'arrêté préfectoral de la DDT, qui nous a mis l'épée de Damoclès sur la tête et qui nous a demandé de faire des travaux d'assainissement importants, la mise en séparatif de nos réseaux sur la commune. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. Donc aujourd'hui, c'est la poursuite des chantiers, donc, comme vous le voyez sur l'avenue Paccard. Et donc ça va nous permettre de financer une bonne partie de notre assainissement, qui vient en complément des subventions qui sont accordées par l'agence Loire-Bretagne, qui nous finance à hauteur de 50% de nos investissements. Donc voilà, c'était un complément que je voulais apporter. Et on travaille consciencieusement justement pour que les finances de la commune soient saines et qu'il y ait une gestion rigoureuse par rapport à aussi bien l'eau que l'assainissement, c'est des budgets annexes, mais également sur notre budget commun. Voilà, donc je pense que tu voulais rajouter quelque chose, Hubert, non ? Eh bien, moi, je vais vous proposer d'approuver donc les propositions de tarifs susmentionnées, d'approuver l'application de ce tarif à compter du 1er janvier 2021, d'inscrire l'imputation budgétaire comme suit, donc au budget eau et assainissement, dans les recettes de fonctionnement, voilà, avec les différents articles. Par contre, j'ai oublié de vous demander si vous aviez des questions. Nous avions des questions qui nous avaient été rapportées dans le courant de la semaine. Je pense que nous avons répondu. Nous pourrons vous apporter de plus amples informations si vous le souhaitez. Je pense qu'on a quand même bien détaillé les tarifs. Donc maintenant, je ne vais pas procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votez à l'unanimité. Concernant les vacations funéraires, donc c'est Hubert encore qui nous présente les vacations funéraires. Alors, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est chargé de la surveillance de certaines opérations funéraires. Cette surveillance, conformément au Code général des collectivités territoriales, est effectuée par délégation par les agents de police municipale. Cette surveillance s'effectue donc moyennant la perception par les agents d'une vacation funéraire. Pour faire court, elle s'harmonise sur un montant unitaire entre 20 et 25 euros. Cet alignement du montant des vacations s'accompagne d'une importante diminution du nombre d'opérations de surveillance, donnant lieu à vacation, réduisant ainsi globalement le coût des funérailles pour les familles. La surveillance des opérations funéraires est exercée par les fonctionnaires de la police nationale dans les communes classées en zone de police d'État et dans les autres communes par les gardes champêtres ou policiers municipaux sous la responsabilité du maire. En leur absence, la surveillance est réalisée par le maire qui, conformément au principe de gratuité du mandat municipal, ne peut percevoir ces vacations. Il est à noter que le dispositif des vacations funéraires est sans incidence budgétaire pour les communes. Quel que soit le montant unitaire fixé par le maire, les vacations funéraires n'intègrent jamais le budget de la commune. Selon le régime de police applicable à la commune, ces vacations sont réservées directement aux gardes champêtres ou policiers municipaux ou versées au budget de l'État lorsque la surveillance est exercée par des fonctionnaires de police nationale. Le décret 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications personnelles nécessaires à leur exercice est venu repréciser les opérations de surveillance qui donnent versement à une vacation, article R 2213-48 du CGCT, intervention
des fonctionnaires mentionnés à l'article L 2213-14 donnent lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après. 1. La fermeture du cercueil et la pose des scellés en cas de transport du corps hors de la commune du décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent. Deuxièmement, la fermeture du cercueil et la pose des scellés lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de fixer le montant des vacations funéraires à 21 €, de l'autoriser à procéder à l'ensemble des démarches administratives et financières rendues ainsi nécessaires et d'approuver l'application de ce tarif à compter du 1er janvier 2001. 21. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Taxe funéraire, toujours. Hubert. Alors, monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu de fixer les tarifs concernant les taxes funéraires pour l'année 2021 et propose à l'Assemblée de maintenir, à compter du 1er janvier, les tarifs inchangés. Les dispositions relatives à l'inhumation sont applicables aux cercueils et aux urnes placés dans une case de columbarium ou dans une sépulture. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de maintenir les tarifs comme exposé ci-dessus, d'inscrire l'imputation budgétaire comme suit: budget commune 2021, moins recette de fonctionnement, article 70-312. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Concession cimetière. Alors, en ce qui concerne les concessions de cimetières, monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il est lieu de fixer les tarifs concernant les concessions cimetières pour l'année 2021 et propose à l'Assemblée de maintenir à compter le 1er janvier les tarifs suivants. Tous les tarifs restent inchangés, mis à part l'ajout des modèles cave-urnes dont les cases peuvent accueillir jusqu'à 4 urnes, soit moins de 10 ans de concession 420 €, 15 ans 515 €, 30 ans 1030 €. Monsieur le maire rappelle que les procédures de reprise de concession perpétuelle en état d'abandon ont été menées à leur terme. Parmi les concessions qui ont fait l'objet de reprises, certaines comportent des caveaux qui ont été désinfectés et d'autres des bordures. Donc, conformément à la circulaire 93-28 du 28/11/1993, compte tenu de leur état et dans la mesure où les monuments ne permettent pas l'identification des personnes ou de la sépulture, monsieur le maire propose de les revendre au tarif ci-dessous plutôt que de les détruire. Tous ces tarifs restent inchangés. Ces tarifs se rajoutent au coût de l'emplacement. Les bordures et caveaux sont vendus en l'état et aucun recours ne saurait être accepté si le nouveau concessionnaire constatait une détérioration de quelque nature que ce soit postérieurement après la signature de la concession. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'approuver les propositions de tarifs subventionnés, d'inscrire l'imputation budgétaire comme suit: budget commune 2021, recette de fonctionnement, article 70-311. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Occupation temporaire du domaine public communal. Hubert. Alors, en ce qui concerne l'occupation temporaire du domaine public communal, monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il a lieu de fixer les tarifs concernant l'occupation temporaire du domaine public communal pour l'année 2021. En ce qui concerne les marchés de plein vent, la tarification évolue de 0,40 à 0,50 le mètre linéaire pour le banc simple, idem pour le camion magasin, inchangé pour l'électricité et l'eau. Non abonné, le banc simple est porté de 0,80 à 1 €, hors taxe le mètre linéaire, le camion magasin à 1 € également, le reste étant inchangé. En ce qui concerne les camions ambulants, restauration rapide, vente à consommer sur place, vente à emporter, le tarif de 0,40 est proposé à 0,50 mètre linéaire, plus 2,10 € par jour pour l'électricité. En ce qui concerne les camions outillage ou autres produits à la vente, tarification inchangée. Forain Vogue,
tarification inchangée. Également pour les cirques et les spectacles itinérants. En ce qui concerne les travaux, l'échafaudage ne conservant pas de cheminement, réduisant une voie de circulation, les propositions restent inchangées. En ce qui concerne la palissade ou clôture, on passe de 0,20 le mètre carré mois à 0,20 le mètre carré mois, mais avec un forfait de 5 €, si moins d'un mois. Modification sur le véhicule, camion, grue, mobile, benne, baraque de chantier, échafaudage, qui passe de 0,20 le mètre carré à 0,50 le mètre carré jour. La dernière modification porte sur les commerces, commerces divers, dont présentoirs, trépieds, cendriers, pots de fleurs, chevalets et autres. Le forfait de 13 € par an par objet et demande à être porté à un forfait à 15 €. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'appliquer au 1er janvier 2021 les tarifs comme exposé ci-dessus, d'inscrire les recettes sur l'imputation budgétaire 733 de l'exercice courant. Est-ce qu'il a des questions? Oui. Question. Oui, alors dans le tableau, page 12, on constate une augmentation des tarifs en 2020 et 2021 pour les marchés de plein vent et les camions ambulants, et non pas pour les camions type outillage, forain des vogues, cirque, spectacle itinérant. Cette hausse est de 25% hors taxe du mètre linéaire. Première question, pourquoi ce distinguo? Y a-t-il des mauvais élèves? Pourquoi y a-t-il des différences selon la catégorie? Et pourquoi les tarifs augmentent principalement sur les occupations régulières alors que ça n'augmente pas sur les occupations plus occasionnelles, type cirque, forain de vogue? Ça peut sembler injuste. Et puis une deuxième remarque, les commerçants des marchés de plein vent, ils amènent la vie à la commune, ils animent les centres les jours de marché, ils amènent de la clientèle extérieure à Vauches, ils apportent alors leur soutien aux commerçants vauchois. Et dans la situation actuelle, il nous semble qu'ils ont à surmonter assez de difficultés comme ça sans qu'on en rajoute une couche. Et il semble important actuellement d'être solidaires les uns envers les autres. Et du coup, pour nous, la hausse de tarifs est malvenue pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent notamment les autres personnes des commissions Solidarité et Économie, mais nous, on pense qu'il faut être solidaire avec ces commerçants-là qui subissent la crise de plein fouet. Très bien. Concernant donc les plusieurs remarques que vous avez formulées, les cirques, tout ce qui est cirque et camions d'outillage, il n'y en a plus pratiquement sur la commune depuis des années. Donc de toute façon c'est inchangé, mais comme il n'y en a plus, donc ça ne rapporte plus rien. Concernant les commerçants, c'est vrai, le marché de plein vent, vous pouvez regarder dans toutes les villes aux alentours, 0,50 € le mètre linéaire, c'est vraiment pas cher. Et je ferai remarquer également qu'on aide quand même nos forains qui viennent sur nos marchés. Pendant le Covid, donc il n'y a pas eu de facturation de fait à tous les forains. Donc on n'a rien fait payer pendant la période Covid, donc ils n'ont pas été pénalisés. Donc on leur fait payer maintenant ce qu'on leur Comment ? Donc on leur fait payer maintenant ce qu'on leur a pas fait payer pendant le Covid ? Non, c'est pas une régularisation, c'est une augmentation qu'on estime juste par rapport aux autres endroits du département et qui nous paraît correct vis-à-vis de nos forains qui viennent sur nos marchés. C'est simplement ça. Il y a monsieur Bruyère qui a une question.
Juste une question à titre de curiosité. Est-ce qu'on a des tarifs comparatifs sur les communes avoisinantes de ce qui est demandé aux forains, aux ambulants qui font les marchés sur d'autres communes? Je veux dire, comment on se situe par rapport à d'autres communes? Alors, par rapport à d'autres communes, il y a plusieurs procédés. Donc, il y a surtout au mètre linéaire, mais il y a surtout des forfaits qui sont pratiqués pour un certain nombre de mètres. Et également, les forains ont, non pas au mètre, mais c'est des emplacements qui sont réservés pour des forains qui, je dirais, qui sont abonnés. Donc c'est un abonnement qui paye à l'année. Alors que nous, donc, ils nous proposent de venir et on les installe suivant la place. Donc c'est les forains les plus anciens qui ont les meilleures places. Et ils se positionnent plus en avant sur notre place et à Irénée-Laurent. Et puis les nouveaux, on les intègre plus sur le fond de la placette. Et puis au fur et à mesure que les forains revendent leurs bancs, eh bien, les anciens, je dirais, ils prennent la place au fur et à mesure. C'est tout, c'est simplement ça. Mais pour plus de renseignements concernant tous ces tarifs, on pourra vous faire un détail par rapport au forfait et par rapport au mètre linéaire. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Merci. Votez à la majorité. Les festivités de Noël. Hubert. Alors, concernant les festivités de Noël, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2211-1 et suivants et L 2212-1 et suivants relatifs au pouvoir de police du maire. Vu la délibération numéro 46 au Conseil municipal du 28 juillet 2020 donnant délégation au maire dans les matières prévues par les textes en vigueur, notamment dans le domaine visé à l'article L 2122-22 du CGCT, considérant l'intérêt public local d'organiser l'animation des fêtes de fin d'année, afin de pouvoir encaisser l'inscription des exposants à l'occasion des festivités de Noël du 20 décembre 2020, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité de fixer le prix des stands des exposants lors de cet événement. Il est donc proposé que les exposants s'acquittent d'un tarif forfaitaire unique de 25 € dans le cadre de l'installation de leur stand. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'approuver le montant de ce tarif unique forfaitaire d'occupation du domaine public de 25 € par exposant, de l'autoriser lui ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette décision. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Deschandons. Nous sommes obligés quand même de prévoir tout un tas de manifestations, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de l'année. Et nous aurons à respecter tout ça et nous arrêterons bien sûr les festivités. Si on peut pas, si on nous autorise à y faire jusqu'au 25, enfin jusqu'au, non c'est le 20, eh ben, nous procéderons au marché de Noël, à la festivité. Si jamais l'État ou la préfecture, le département est mis en confinement, eh bien évidemment, ça sera tout annulé. C'est comme tout spectacle qui est sur la commune, mais nous ne pouvons pas arrêter comme ça aujourd'hui, dire on va ne plus rien faire jusqu'au mois de juin, parce qu'on peut aussi bien se dire on va recommencer qu'en septembre 2021. Il faut, je pense que
On ne peut pas arrêter toutes les manifestations comme ça, on est obligé de les prévoir. Donc si après on nous dit il faut arrêter, nous aurons juste à passer un coup de fil et puis dire voilà, c'est tout annulé. Mais c'est comme ça se passe dans beaucoup d'autres communes de notre département et même en France. On ne peut pas s'arrêter de tourner parce qu'il y a le Covid qui est sur notre tête. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votez à l'unanimité. La location des salles communales. Alors, comme chaque année, il y a lieu de fixer les tarifs concernant les locations des salles du centre Émile Pelletier, de l'espace Bayard, de la salle polyvalente, des salles des associations Les Glycines et Cité Saint-Laurent. Il est proposé à l'Assemblée de maintenir les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2021. Donc, en ce qui concerne les associations ayant leur siège social sur la commune de Vauches, les propositions sont inchangées pour 2021. Les habitants vauchois, commerçants et artisans, idem. Autre catégorie d'utilisateurs, montant inchangé. Comité d'entreprise vauchois, montant inchangé. Toutes les salles polyvalentes du stade sont également aussi inchangées. Habitants vauchois, commerçants, artisans vauchois, inchangés. Autres utilisateurs, inchangés. Pour les glycines, idem. Et idem pour les associations de la Cité Saint-Laurent. J'ai oublié le centre culturel Pelletier, qui est mis gratuitement à disposition des comités des fêtes de Vauches, de l'Office des sports de Vauches, du comité de jumelage des écoles de Vauches, des associations de parents d'élèves pour toute manifestation liée aux activités scolaires. Et les tarifs comprennent la mise à disposition de tout le matériel se trouvant dans les salles et le nettoyage des salles. Il est demandé de laisser le sol sans déchets et de remettre les tables, bien évidemment, et les chaises où elles ont été prises. Alors, en ce qui concerne l'espace Bayard, où il y a les associations ayant leur siège social de la commune de Vauches, les propositions sont inchangées, ainsi que pour les autres utilisateurs. La libération des lieux doit se faire impérativement à 23h30. Tout à fait. Le complément par rapport à cette délibération, c'est que donc, tous les tarifs sont inchangés. Et la seule nouveauté, c'est les salles des associations, les glycines et la salle des associations à la Cité Saint-Laurent au 23 bis. C'est une nouveauté puisque ces salles n'existaient pas, donc il n'y avait pas de tarification en 2020. Et donc la proposition, de toute façon, c'est de mettre ces deux locations de salles à 0 € pour les associations qui sont sur la commune de Vauches. Donc voilà, je vous demande donc d'approuver donc les propositions de tarifs susmentionnées, d'inscrire les imputations budgétaires comme suit au budget commune 2021 dans les recettes de fonctionnement. Et est-ce qu'il y avait des questions ? Non. Eh bien, on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votez à l'unanimité. Concernant la bibliothèque municipale. Donc pour la bibliothèque, il y a lieu de fixer les tarifs également concernant la bibliothèque applicables à compter du 1er janvier 2021. L'ensemble de la tarification est inchangé, excepté le renouvellement de la carte d'adhérent en cas de perte, qui baisse de 3 € à 2 €, et un complément en cas de pénalité de retard, c'est-à-dire à partir du 3e rappel, donc 3 € par livre concerné, mais aussi la suspension temporaire du droit de prêt. La perte ou détérioration, c'est inchangé avec le remplacement de l'ouvrage, et la perte d'un DVD ou DVD, facturation de 30 €. En résumé, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les propositions
de tarifs subventionnés, d'approuver les propositions de tarifs subventionnés, d'inscrire les imputations budgétaires comme suit: budget commune 2021, recettes de fonctionnement, article 70-62. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Demande de subvention de fonctionnement. Encore Hubert. Alors, demande de subvention de fonctionnement. Il y a eu effectivement un oubli de la part des associations, notamment le Club des Jeunes, la FJC de Vauche et la FNA-TH, de dépôt de subventions. Donc on a repris ces demandes et on s'est conformé aux précédentes subventions des 3 dernières années, à savoir, donc nous proposons, Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'allouer les sommes suivantes au Club des Jeunes et FJC de Vauche, 1 200 € et la FNA-TH de 300 €, et d'inscrire l'imputation budgétaire comme suit: budget commune, dépenses de fonctionnement, article 65-74. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Concernant l'adhésion au service d'assistance administrative en matière de commande publique et marché public. Voilà. Alors, pour faire court, la communauté de communes de Forez propose aux communes qui le souhaitent des prestations administratives en matière de commande publique, marché public, à des fins de mutualisation. Il appartient donc à chaque commune qui souhaite bénéficier d'une prestation administrative en matière de commande publique de contracter avec la communauté de communes de Forez-Est selon les modalités définies au terme du projet de convention tel que rapporté en annexe. Cette convention permettra à la commune, selon les conditions définies, d'avoir recours à cette prestation dispensée par le service juridique de la communauté de communes de Forez-Est. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le projet de convention de gestion des prestations administratives en matière de commande publique, marché public, tel que rapporté en annexe, de l'autoriser lui ou son représentant à signer la convention, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures, ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Par rapport à la mutualisation, je voudrais vous rappeler que depuis 2017, CCFE a déjà mis en place différentes actions concernant les mutualisations au bénéfice de ses communes membres, à savoir donc il y a la mutualisation, comme nous venons d'en parler, de l'assistance à l'élaboration des marchés publics des communes par la mise à disposition du service juridique de CCFE, c'est des prestations de services. Également, donc, il y a la mutualisation d'une secrétaire de mairie au bénéfice des communes membres. Il y a la mise à disposition d'un broyeur de végétaux. Il y a la mise à disposition de radars pédagogiques. Et puis l'instruction des droits des sols. Donc, toutes ces mutualisations sont formalisées par des conventions validées par les conseils municipaux et communautaires. Et puis voilà, donc là, nous avons à remplir un questionnaire concernant toutes ces mutualisations. Ça pourrait porter sur du service informatique communautaire mutualisé. Ça pourrait également servir des missions d'un service achat communautaire mutualisé, les ressources humaines communautaires mutualisées, également la constitution d'un groupe de commandes quant à la formalisation d'achats groupés en matière de voirie. Voilà ce que je voulais rajouter en complément. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, Madame Roche. Bonsoir à tous. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est si par rapport au service juridique actuel de la mairie, cette mutualisation va entraîner une suppression de postes au sein de la commune. Parce qu'il y a une personne qui s'en occupe actuellement. Alors, je pense que vous avez la convention qui est jointe. Ce n'est pas une obligation. On peut adhérer ou pas. Seulement, le service est payant. Je crois que c'était, il m'a semblé voir, c'est 30 €
le coût horaire d'un montant de 30 euros. Donc si on s'en sert, on paye 30 euros. Et si on ne s'en sert pas, donc c'est en complément en fait. C'est tout à fait en complément. Ce n'est pas une obligation, c'est pour mutualiser donc, tout un tas de services qui pourraient nous être utiles à nous tous. Mais ce n'est pas du tout des remplacements de postes à quelque endroit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Remboursement de services non assurés ou annulés pendant la période de pandémie. Alors, lors de la période de confinement décidée par le gouvernement et la période qui l'a suivie, certains services de la ville de Vauches n'ont pas été assurés. Il en est principalement ainsi des services de cantine, des centres de loisirs et des transports scolaires. La municipalité se doit de procéder au remboursement des frais engagés par les usagers pour ces services-là. Par ailleurs, certains spectacles organisés dans le cadre de la saison culturelle connaissent des annulations dues aux règles sanitaires. Pour information, de mars à juin, les remboursements ont été effectués pour les transports scolaires, pour la cantine et pour le pôle jeunesse, pour une somme de 3 000 euros. 2 spectacles sont en cours de remboursement en ce qui concerne Benabar et le Rhino Jazz pour 15 000 euros. Et tout ce qui est consommable, gel, masque et le reste, plus les primes aux salariés pour un montant de 200 000 euros. Voilà, c'était la précision que je voulais vous donner. Donc, Monsieur le maire donc, propose au conseil municipal de l'autoriser à procéder au remboursement des montants réglés par les usagers pour des services que la ville n'a pas assurés ou n'assure pas pour des raisons liées à la crise sanitaire. De l'autoriser à procéder au remboursement de tout spectacle qui sont ou qui devaient être annulés pour des raisons liées à la crise sanitaire. Oui, effectivement, c'est la trésorerie qui le demande, ça. Donc c'était en complément. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oui, qu'en est-il pour les spectacles qui n'ont pas été annulés, mais dont les horaires ont été modifiés au dernier moment et les spectacles auxquels les gens n'auraient pas pu se rendre parce qu'ils travaillaient aux horaires où c'était proposé, parce que c'était trop tard ou diverses raisons? Est-ce que dans ce cas-là, ça peut être remboursé aussi aux personnes qui n'ont pas pu assister au spectacle aux nouveaux horaires? Malheureusement donc non, puisque les spectacles ont bien eu lieu. Évidemment, c'est peut-être regrettable parce que les personnes, pour un changement d'horaire, on le comprend par rapport au confinement, là on est obligé de modifier des spectacles qui devaient avoir lieu à 20h30. Ou 20h, et on sait que dans la durée du spectacle, soit 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, la période de couvre-feu c'est 21h, donc il faut libérer les gens au moins un quart d'heure avant pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc là il n'y a pas de remboursement. Par contre, nous, le Benabar, comme l'a dit Hubert, et puis l'autre spectacle c'était le Rhino Jazz. Bien évidemment, là, en complément de la question de M. Deschandons tout à l'heure, on est obligé on prévoit une saison culturelle, donc les spectacles doivent avoir lieu. Malheureusement, on arrive à la période où la deuxième vague est là. On est obligé d'annuler justement ces spectacles, puisque soit les artistes annulent, ou soit, eh bien, nous, de toute façon, les producteurs, on leur téléphone régulièrement pour savoir est-ce qu'ils poursuivent la tournée ou pas, et puis suivant les conditions sanitaires qui nous imposées dans notre département. Donc là, on est obligé de rembourser, bien évidemment, ces spectacles. Benabar, pour l'info, ça a déjà été reporté une fois. Et ça devait avoir lieu, c'était reporté une deuxième fois.
On nous proposait de reporter à 2021. On a dit stop, puisqu'on ne va pas retourner à un spectacle 2021 qui était déjà programmé en 2019. Les gens, ça fait déjà 2 ans qu'ils auraient payé leur spectacle, donc non, on est parti sur un remboursement total du spectacle de Benabar. Après, les autres spectacles qui doivent avoir lieu, bien évidemment, quand ça va arriver l'échéance, eh bien, si on annule pour la raison du Covid-19, eh bien évidemment, on va procéder aussi au remboursement, où on va voir avec les productions s'il n'y a pas un report possible sur la saison culturelle de l'année prochaine. C'est très compliqué, je l'avoue. D'accord, mais la question, ce n'était pas sur les annulations, en fait. C'était sur les spectacles dont les horaires ont été modifiés. Si tous les spectacles ont leurs horaires qui sont avancés, donc les exemple. Les spectacles modifiés, j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous ai répondu. Les spectacles, ils ont lieu. Donc, on ne peut pas annuler, puisqu'il y a des personnes qui ont leur billet et qui, eux, sont présents. Ah, mais je ne demande pas d'annuler. Comment ? Je ne vous demande pas d'annuler, non, je ne demande pas d'annuler, je demande de procéder, si c'est possible, au remboursement pour les personnes qui, par exemple, parce qu'elles travaillent... On va vous répondre, parce qu'il y a... Je vois que Valérie demande le micro. Donc, c'est l'adjointe à la culture. Bonsoir à tous. Madame Rousset, pour l'instant, nous avons eu un spectacle de reporter au niveau des horaires, c'est le spectacle de Céline qui a eu lieu le 17 septembre. Nous avons averti toutes les personnes qui avaient déjà des billets, puisque cette séance était pleine ce jour-là. Donc nous n'avons pas eu le choix que de faire 2 séances. Une séance à 19h, une séance à 21h30. Donc tous les clients ont été avertis. Ceux qui ne pouvaient pas venir à 19h pour des contraintes horaires de travail, on les a mis sur le spectacle de 21h30. Donc je pense qu'on a fait le maximum pour arranger les personnes qui ne pouvaient pas venir à 19h, de les mettre à 21h30, ou les gens qui ne pouvaient pas venir à 21h30, de les mettre à 19h. Donc comme le spectacle a eu lieu, avec les 2 horaires, et en essayant de satisfaire au maximum, nous ne pouvons pas rembourser les personnes qui n'ont pas pu venir ce jour-là. Voilà. Merci Valérie pour ces compléments d'information. Nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votez à l'unanimité. Éducation et jeunesse. Le PEP 42, c'est une demande de subvention exceptionnelle et c'est Catherine. Ouais, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, une nouvelle édition, nouvelle année scolaire. Donc la PEP 42 repropose à nos enfants vauchois de la lecture. Donc voilà, ça a pour but vraiment de leur donner la passion de la lecture, d'éveiller un petit peu tout cet instinct et cette envie. Merci, ça fait sourire. Voilà. Donc il faut savoir que cette année, on a toujours un franc succès puisqu'on a 10 classes qui sont représentées à ce prix littéraire. Sur des niveaux, alors 7 classes sur des niveaux 6e et 3 classes sur des niveaux CM1, CM2. Donc voilà, ils auront 5 titres, 5 œuvres à lire et en rotation, et ils pourront y lire leurs livres favoris qui rentreront après en compétition pour le prix littéraire. Donc effectivement, ces 10 classes de Vauche, il faut donner une participation de 30 € par classe qui s'inscrit dans ce prix littéraire. Donc je demande à Monsieur le maire et au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 300 € à cette association, correspondant à la participation du collège Antoine Guichard et de l'école primaire Marcel Pagnol, et de la commune au prix littéraire PEP 42 ASS Cœur Vert. D'inscrire l'imputation budgétaire comme suit: budget commune, dépenses de fonctionnement, article 6748. On a eu beaucoup de chiffres, alors je ne suis plus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Concernant les travaux entretien du patrimoine, convention de déneigement, Roger Loua. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette convention de déneigement a pour objet les modalités d'intervention pour la réalisation de travaux de raclage ou de salage. Petit rappel, c'est pour assurer ces opérations. La commune avait depuis de nombreuses années une lame de déneigement et une saleuse portée arrière 3 points. Le sel est approvisionné par la commune au 28 avenue Henri Planchet dans un lieu couvert. C'est l'entreprise Moulin, M. Frédéric Moulin, entrepreneur de travaux publics à Chamboeuf, qui met à disposition un chauffeur et un tracteur pour réaliser ces opérations de salage et de déneigement. Le démarrage de l'intervention de déneigement est donné par l'appel téléphonique du patrouilleur de la commune. Ce sont ceux qui sont en astreinte au service technique. La prestation d'astreinte pour le déneigement est établie pour les mois de novembre, décembre, janvier, février. Elle sera facturée 3 840 € TTC, soit 960 € TTC facturés en fin de mois. Les interventions en semaine du lundi au vendredi sont facturées 576 € TTC pour une journée de 8 heures. Les interventions pendant le week-end et jours fériés seront facturées 748,80 € TTC pour une journée de 8 heures. La présente convention est signée pour une durée de 4 mois, du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. Et naturellement, s'il tombait de la neige au mois de mars ou au mois d'avril, il y aurait des avenants qui viendraient en complément de cette convention. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la convention de déneigement annexée à la présente, de l'autoriser, lui ou son représentant, à signer la convention. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Concernant le transfert des comptages Enedis dans les armoires d'éclairage public. Alors, conformément à ces statuts et aux modalités définies par le comité et le bureau, le Ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc, par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il perçoit en lieu et place de la commune les subventions éventuellement attribuées par le conseil départemental de la Loire, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union européenne ou d'autres financeurs. Les coûts du projet actuel que vous voyez en annexe, rue Jean Giono, chemin des Favos, avenue d'Andrézieux, rue des Sicards, chemin de Joursès, chemin des Murons, avenue du 8 mai, ce sont des arriérés d'un programme qui avait été effectué en 2016 et des remplacements sur des lampes sodium remplacées par des lampes Cosmo White. Il faut parler anglais bientôt. Ces interventions ont été effectuées également dans les coffrets électriques pour le changement de tous les compteurs adhérents à ces rues-là. Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte que le Ciel, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, d'approuver le montant des travaux qui, comme vous avez pu le voir, avec une participation de 3 045 €, donc d'approuver ce montant de travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. De prendre acte que le versement du fonds de concours au Ciel est effectué en une seule fois, de décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en une année et de l'autoriser, lui ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. L'approbation des règlements de service, du service de l'assainissement. Alors, le service de l'eau et de l'assainissement, c'est un document qui n'a pas été révisé depuis 1997. Il était sur le même document. Donc on a un petit peu, enfin surtout les services ont repris certaines petites anomalies par rapport à ça. Alors je vais vous faire une synthèse parce que vous avez vu que ce règlement est quand même très important. Je vais juste vous parler au niveau du service de l'eau, la dernière partie, c'est-à-dire
l'annexe 1, l'assainissement, j'ai dit, réglementation de la rétention à la parcelle, avec des cuves de calibrage qui sont effectuées sur les parcelles, les nouvelles parcelles qui sont à construire ou constructibles. Voilà, c'est simplement juste ça pour l'assainissement. Pour ce qui est du domaine de l'eau, le service de l'eau, alors il y a Hubert vous en a parlé tout à l'heure, par rapport aux compteurs qui seront mis en location. Ils seront fournis, posés, entretenus, renouvelés et déposés par le service de l'eau potable, moyennant le prix d'un prix de location. Hubert vous a dit que ce serait 8 €. L'abonné est responsable du bon fonctionnement de son compteur. En cas de défaillance de celui-ci, les services de l'eau potable procédera à son remplacement dans un délai de 7 jours ouvrés par un compteur neuf en location fourni et posé par le service de l'eau. La durée de validité maximale d'un compteur d'eau est évaluée à environ une quinzaine d'années. Le compteur doit être placé en domaine public et aussi près que possible des limites du domaine privé, de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service de l'eau, et ce, à l'intérieur du regard enterré, type agréé par la ville de Vauches. Le type et le calibre des compteurs sont fixés par le service de l'eau, compte tenu des besoins annoncés par l'abonné, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux instruments de mesure. Et puis un autre petit complément, c'est l'utilisation d'une autre source en eau que vous avez sur la page 46. Si vous disposez de canalisations alimentées par de l'eau ne provenant pas de la distribution publique, puis irrigation, récupération d'eau pluviale, le propriétaire doit en avertir le maire de la commune. Toute connexion entre ces canalisations et celle de la distribution publique est formellement interdite. La déclaration en mairie. Vous devez procéder à une déclaration en mairie de votre commune. Le formulaire de déclaration, c'est le CERFA 138 37 02, est disponible en mairie ou téléchargeable via Internet. Et dernier point, sur l'article 16, page 47, toute facilité doit être accordée au service de l'eau pour le relevé du compteur, qui a lieu au moins une fois par an pour les abonnés ordinaires. Si à l'époque d'un relevé par le service de l'eau, il ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un courrier de demande, il a laissé un courrier sur place de demande de rendez-vous, soit une carte relevée que l'abonné doit retourner compléter au service de l'eau dans un délai maximal de 8 jours. Si lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu, ou si la carte relevée n'a pas été retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l'année précédente, voire majorée de 20% si l'index n'a pu être communiqué durant 3 années consécutives. Le compte est apuré ultérieurement à l'occasion du relevé suivant. En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors du relevé suivant, le service de l'eau est en droit d'exiger de l'abonné l'échange standard du compteur d'eau par un système avec un équipement de radio-relève afin de faciliter les relevés annuels suivants. Et voilà ce qu'il y avait à dire sur l'eau potable. Monsieur le maire, si de toute façon, merci Roger pour ces explications. Nous sommes obligés d'approuver les règlements de service, donc service de l'assainissement et service de l'eau séparément. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Gilles Berset. Bonsoir à tous. Simplement, sur le réseau d'eau, on a vraiment intérêt à avoir des compteurs en limite privé-public. Pardon. On a vraiment intérêt à avoir des compteurs en domaine public. Est-ce qu'il y a une campagne de prévue pour mettre de plus en plus de compteurs en domaine public, compte tenu qu'on a des finances saines sur le budget de l'eau? Si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a des financements possibles? Je crois qu'on pourrait le financer, mais ça c'est un autre sujet. Sur l'aspect technique, est-ce qu'il y a un programme qui peut être mis en place pour ramener les compteurs en domaine public, ce qui a pour avantage bien sûr le relevé plus facile et qui évite toutes les difficultés qu'ont les agents et qui limite aussi les sujets de fuite d'eau? Donc,
comme on l'a précisé, maintenant tous ces nouveaux compteurs qui sont en location sont en télérelève. C'est électronique, donc il n'y a plus besoin de toute façon qu'ils soient en limite de propriété. C'est vrai que c'est le plus important, mais de toute façon, chaque fois qu'on fait des travaux sur les voiries, on intègre justement ces caissons, les caissons d'émoules, entre autres, pour intégrer les nouveaux compteurs. Malheureusement, on pourra pas, on va pas aider non plus les particuliers à avoir les caissons à l'extérieur pour tirer toute la canalisation d'eau pour leur habitation. J'ai bien compris que sur les nouveaux, on est d'accord sur les nouveaux, mais je parle de tous les anciens compteurs qui pourraient être ramenés sur le domaine public sans changer la canalisation. Ça demande justement à faire des forages ou des trous pour justement mettre tous ces caissons sur le domaine public. Pour l'instant, on n'a pas prévu ça, uniquement dans les travaux neufs de rénovation des voiries. C'est tout. C'est vrai qu'on a des finances saines au niveau de l'eau, mais on a toujours, on se réserve le droit d'avoir des recettes exceptionnelles sur l'eau, puisque c'est le seul budget où on peut transférer les recettes de l'eau sur le budget commune. Donc c'est le budget commune qui est le plus important. Donc de temps en temps, et à titre exceptionnel, on a le droit de ponctionner le budget de l'eau pour le mettre sur le budget de commune. Et ça, de toute façon, quand il va y avoir le transfert, puisque j'ai dit que le transfert serait prévu en 2026, il n'y aura plus de possibilités. Donc il faut autant récupérer, je dirais, le maximum d'argent pour notre collectivité que de le laisser après à Forêt-Est. Si Forêt-Est demain prennent la compétence en 2026, eh bien, ils auront tout loisir à nous faire des travaux dans la commune et puis à les financer. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, mais c'est pas grave. Alors, je peux préciser, si tu veux, tu me reformuleras plus, parce que j'ai peut-être pas tout compris, mais je viendrai pour une réponse complémentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Nous allons procéder donc au vote, donc d'abord du service de l'assainissement. Il faut préciser également pour nos concitoyens qu'un exemplaire de ces règlements de service qui est mis en ligne sur l'espace de la ville de Vauches ou transmis à la demande du contribuable. Donc, s'il y a des contribuables, il ne faut pas hésiter à consulter le site de la ville de Vauches pour avoir ce document en ligne. Donc, je vous demande d'approuver le nouveau règlement du service de l'assainissement et puis il sera applicable au 1er janvier 2021. Nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, voter à l'unanimité. Il en est de même pour le service de l'eau. Donc c'est consultable sur la ville de Vauches. Donc je vous demande d'approuver le nouveau règlement. Et puis ça sera applicable également le 1er janvier 2021. Est-ce qu'il y a des votes contre? Qui s'abstient? Merci, voter à l'unanimité. Maintenant, l'intercommunalité. Donc, c'est l'opposition du transfert à la communauté de communes de Forêt-Est de la compétence en matière de PLU, donc le plan local d'urbanisme. Donc, je vous précise que la loi ALUR, elle organise un nouveau transfert de droit de cette compétence aux EPCI concernés, donc à CCFE. La loi ALUR, soit le 27 mars 2014, ainsi que celle créée ou issue d'une fusion postérieurement à la date du 27 mars 2014. Les EPCI qui n'auraient pas pris la compétence en matière de PLU ou de documents d'urbanisme en tenant lieu des cartes communales deviendront compétentes de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté, suite au renouvellement général des conseillers municipaux communautaires, c'est-à-dire au 1er janvier 2021. Mais la loi
organise à nouveau une période durant laquelle un droit d'opposition pourra être exercé par les communes membres, comme je l'ai précisé tout à l'heure, dans les 3 mois précédant le 1er janvier 2021, si au moins 25% des communes qui représentent au moins 20% de la population s'y opposent. Ce transfert de compétences n'aura pas lieu. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Donc je vous demande en conséquence et en raison de l'intérêt qui s'attache à ce que la commune de Vauches conserve sa compétence en matière d'élaboration de PLU. Donc je vous demande de s'opposer au transfert de la compétence en matière de PLU à la communauté de communes de Forêt-Est, de donner tout pouvoir donc à moi-même ou à son représentant qu'à prendre toutes les mesures, ainsi qu'à signer tous les documents afférents et nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. De me charger évidemment d'en référer à Monsieur le Président de la communauté de communes de Forêt-Est. Est-ce qu'il y avait des questions? En fait, en complément, ça revient un petit peu comme l'eau et l'assainissement. Avant que ça soit transféré de plein droit à la communauté de communes, nous avons la possibilité, donc c'est ce que nous faisons ce soir, de nous opposer donc au transfert de ces compétences, aussi bien eau, assainissement que le transfert du plan local d'urbanisme. Par contre, nous avons jusqu'en 2026, et en 2026, ça sera de plein droit que CCFE prendra le PLU. À savoir, pour information, que notre PLU date de 2007. Il y a eu tout un tas de modifications qui ont été apportées durant toutes ces années et que nous aurons l'occasion d'en reparler. En début d'année, nous lancerons la révision complète de notre PLU qui, on l'estime, un PLU a une durée de vie de 10 ans, je dirais. Et donc là, nous avons procédé à tout un tas de toilettage. Et maintenant, donc, on nous impose aussi de passer à la révision totale de notre PLU. C'est ce que nous allons faire dès le mois de janvier 2021. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Concernant la communauté de communes, intercommunalité plutôt, rapport d'activité donc 2019 de la communauté de communes de Forêt-Est. Je ne vous détaillerai pas le rapport d'activité 2019 parce que c'est 80 pages, donc ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais par contre, je vous conseille d'aller le consulter sur le site de Forêt-Est. Donc c'est le www.forêt-est.fr. Donc, pour nos concitoyens, pour ceux qui nous écoutent ce soir, puisque c'est en visio, c'est en vidéo plutôt. Donc, vous pourrez aller le consulter. Allez-y, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Vous verrez surtout, puisque nous allons travailler prochainement, et il y a un gros travail qui est fait actuellement, c'est pour les ordures ménagères, puisqu'il va falloir harmoniser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'harmonisation, puisque nous sommes 5 EPCI qui ont fusionné, qui ont été rattachés, des communes, entre autres l'ex-CCPSG. Donc il va falloir harmoniser tout ça, à savoir que pour les ordures ménagères, il y a un gros travail qui est fait, avec le vice-président et puis la commission qui travaille dessus. Il va falloir qu'en 2021, justement, il y ait, je dirais pas, c'est un gros travail qui va être lancé pour justement arriver à fin 2021 à une harmonisation et mettre en place en 2022. L'harmonisation, ça consiste, vous savez qu'il y a 5 communautés de communes. Il y a 2 communautés de communes qui sont à la taxe des ordures ménagères, 2 communautés de communes à la redevance des ordures ménagères et une communauté de communes qui est Balbini, qui est à la redevance incitative. Il va falloir harmoniser ces 5 communautés, donc CCFE, avoir soit la taxe,
soit la redevance. Et dans un deuxième temps, il faudra encore modifier, puisqu'il faudra passer à l'incitative. Ça, c'est une demande de l'État. Donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire. Je ne vous cache pas qu'il y a des inquiétudes, parce qu'on nous a annoncé quand même des grosses augmentations. Donc, je préfère avertir tous nos concitoyens. On ne va pas aller vers des baisses de la taxe des ordures ménagères, quoi qu'il arrive. On nous annonce quand même une augmentation de 10%. Donc, et ce n'est que le début. Donc voilà, donc il va y avoir beaucoup de concertations, beaucoup de réunions avec les élus pour expliquer tout ça à nos concitoyens, parce que c'est c'est difficile à comprendre le système. Et je tire mon chapeau au vice-président qui est en charge des ordures ménagères, parce qu'il a beaucoup de travail et il va avoir beaucoup de soucis. Donc voilà. Donc par rapport au rapport d'activité, donc allez prendre connaissance sur le site que je vous ai dit. Il n'y a pas de vote en fait. Donc je ne sais pas. Est-ce que vous aviez des questions? Non? Ben, je vous remercie. Donc nous allons passer à la délibération suivante, qui est des ressources humaines avec le RIFSEP. C'est une précision qui est apportée à la délibération 2018-132, et c'est Michel qui nous le présente. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc une précision apportée à cette délibération 2018-132. Donc nous rappelons à l'Assemblée que cette délibération du 20 décembre 2018, par laquelle a été mis en place le RIF7 au sein de la collectivité de Vauche. Alors, je vous précise qu'est le RIF7, j'ai appris à le connaître également. Il s'agit du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de nos agents. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la rémunération de nos agents, elle se compose de deux parties. Une partie fixe, le salaire qui est lié directement à la fonction exercée au sein de la commune, et une autre partie qui est variable, qui s'appelle le RIF7. Cette partie variable, pour vous expliquer, elle est déterminée entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct au cours d'un entretien qui s'effectue une fois par an pour constater de la conduite effectivement de l'exercice du métier par l'agent dans l'année qui vient de s'écouler. Donc voilà, je pense que c'était clair pour tout le monde pour définir ce qu'était le fameux RIF7. Il y a, si vous avez pris, je l'imagine, connaissance de cette délibération, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avions un métier, un cadre d'emploi qui n'était pas prévu dans le cadre du RIF7. C'est-à-dire que si nous avions, et c'est le cas des personnes aujourd'hui qui occupaient des emplois d'ingénieurs territoriaux, ils n'étaient pas prévus et ils ne pouvaient pas prétendre à ce régime de RIF7, donc d'éléments variables de la rémunération. Nous avons aujourd'hui une personne qui occupe un emploi et qui est ingénieur territorial. Donc en fait, qu'est-ce qui est proposé au travers de cette délibération? C'est tout simplement de remettre à jour par rapport à la délibération de 2020 et d'intégrer ce métier à l'ensemble des métiers qui peuvent prétendre à cette partie variable. Voilà ce qui vous est proposé ce soir. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de modifier l'article 3 de la délibération 2018-132 du 20 décembre 2018 tel qu'il suit. Donc, article 3, le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant les fonctions du cadre d'emploi concerné au prorata de leur temps de travail. Les cadres d'emploi concernés par le RIF7 ont à ce jour les suivants: administrateur, attaché, rédacteur, adjoint administratif, conseiller socio-éducatif, puéricultrice, animateur, adjoint d'animation, assistant socio-éducatif, éducateur des APS, opérateur des APS, agents sociaux, ADSEM, ingénieur, technicien, agent de maîtrise, adjoint du patrimoine, conservateur de bibliothèque. Dès que les arrêtés manquants à ce jour seront publiés, le RIF7 sera étendu donc au cadre d'emploi concerné, c'est-à-dire l'emploi des ingénieurs territoriaux. Cette disposition entrera en vigueur au 1er novembre 2020.
si vous voulez bien procéder. Oui. S'il y a des Donc, questions. est-ce qu'il y avait des questions? Non. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Concernant donc la création, suppression de postes et modification du tableau des effectifs. Alors, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de créer ou supprimer des emplois, de déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. En fait, sur cette délibération, il faut savoir... Alors, vous avez les tableaux des effectifs qui sont fournis. Je vais vous faire un résumé, en fait, des créations, suppressions de postes qui sont mentionnés, parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Donc, en fait, nous avons vu le comité technique en date du 20 octobre 2020, lequel nous a apporté un avis favorable à cette modification. Ça concerne, en fait, 8 créations de postes. Une seule de ces créations de postes est liée à une véritable création, c'est-à-dire que demain, il nous faudra recruter par rapport à ce poste que l'on vient de créer. Il s'agit d'un gardien brigadier à temps complet. Ça va dans le sens de ce qu'on a évoqué lors de notre présentation de programme, c'est-à-dire qu'on voulait renforcer la sécurité sur la ville de Vauche, à nous permettre d'organiser aussi différemment les interventions sur nos territoires de la police municipale. On sera sûrement amené à en reparler. Donc il nous faut créer ce poste. C'est la seule création. Ça veut dire qu'il y a effectivement une embauche qui arrivera demain pour pourvoir ce poste que nous créons au sein de la commune. Ensuite, j'ai évoqué 8 créations. Il y en a 7 autres, mais ce ne sont pas des créations qui vont amener à de nouvelles embauches. En fait, nous avons des agents, et c'est une bonne chose, qui ont passé des examens et qui les ont réussis, et d'autres qui ont eu également des avancements dans l'emploi. Donc ils ont changé de grade, ce qui fait qu'on est obligé de créer, si vous voulez, ces postes pour leur permettre d'exercer et de continuer à exercer leurs fonctions avec le grade équivalent. Donc nous avons 7 créations de postes que vous retrouvez dans les tableaux qui vous sont fournis. Tout d'abord, un rédacteur principal deuxième classe à temps complet, 2 adjoints administratifs principaux deuxième classe à temps complet, dont un suite à la réussite de l'examen professionnel, un attaché territorial à temps complet, un technicien principal deuxième classe à temps complet et 2 adjoints techniques principaux deuxième classe à temps complet. Encore une fois, je le redis, ce ne sont pas véritablement des créations de postes qui vont amener des embauches. Il n'y a qu'une seule embauche liée au gardien brigadier à temps complet. Et le dernier poste qui est évoqué et que vous retrouvez dans les tableaux, c'est la suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, puisque cette personne qui était à ce niveau-là a eu une promotion, et on parle là de l'attaché territorial à temps complet. Donc en fait, on va supprimer sur nos tableaux d'effectifs ce poste-là, parce qu'il n'est pas pourvu, et puis on pense que dans les mois ou les années qui viennent, on n'aura pas forcément besoin. Si d'aventure c'était le cas, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau RH d'une collectivité, on recréera moi j'appelle ça une coquille, dans laquelle demain, on ira chercher quelqu'un pour occuper cet emploi. Voilà. Donc une véritable création de poste, cet avancement, cette promotion, et un poste qui est aujourd'hui supprimé. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Merci. Oui, nous avons bien compris qu'il ne s'agissait pas donc d'embauche, simplement des évolutions de fonctions. Je voudrais simplement avoir la certitude que la masse salariale restera identique, compte tenu que ces modifications sont à effet du 1er novembre, par rapport à ce qu'on a voté en début de séance. Il est précisé dans le tableau, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans les tableaux tout à l'heure, que cette embauche-là, elle était prévue au budget sur une certaine ligne.
Je peux vous préciser en gros le coût également de cette nouvelle embauche. Donc la rémunération plus, je dirais, le chargement par rapport aux taxes, impôts, etc., c'est environ de l'ordre de 40 000 € pour la commune. Mais ça, c'était prévu. Voilà. Et puis oui, il y a des augmentations. Je ne saurais pas vous dire le montant ce soir exact si je parle des 7 agents aujourd'hui qui sont promus, mais c'est tout à fait supportable par la commune. De toute façon, si je ne me trompe pas, on a de l'avancement, peut y avoir par ancienneté, il y a des réussites d'examen, à un moment donné, ça se sanctionne par, effectivement, oui, une rémunération supplémentaire. Voilà. Mais très sincèrement, ce soir, je ne pourrais pas vous dire, comme je peux vous dire, par exemple, pour le gardien brigadier, que ça représente telle somme. Le gardien, c'est sûr, c'est de l'ordre de 40 000 € chargés, c'est-à-dire avec les charges qu'on doit payer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais si c'était par rapport justement à cette embauche supplémentaire, mais si vous me dites que c'était déjà prévu dans le budget, et simplement pour les 7 promotions, alors, elles sont incluses dans les 4,3 millions ? Ah oui, ça, oui. Pas de souci là-dessus. C'est prévu. Et en précision, il faut savoir qu'il y a eu 6 départs en retraite. Combien ? Oui, c'est 6. 6 départs en retraite cette année. Donc voilà, et c'est pas été des embauches, vous voyez, parce qu'on aurait pu créer 6 embauches. Et vous le verrez, alors on a une autre décision à prendre tout à l'heure, mais à ce stade, là aussi, si mes informations sont correctes, le maire évoquait des départs à retraite, etc., ou des personnes qui ont quitté la commune aussi. Il doit rester à ce jour, si je ne me trompe pas, 3 postes non pourvus sur la commune, par rapport à des départs à retraite, etc. Voilà. Mais on ne les a pas remplacés pour le moment. Donc ça aussi, je veux dire, si on était amené effectivement, et c'est normal, à bien gérer les finances de la commune, il y a déjà 3 salaires qu'on ne paye plus, et puis surtout, le jour où on aura besoin d'embaucher, on se posera ensemble la véritable question, est-ce qu'on en a vraiment besoin sur ce service-là, etc. Parce que les choses évoluent assez vite au sein de la collectivité et les besoins, à un moment donné, peuvent s'éteindre d'un côté et puis surgir d'un autre côté parce qu'on a des nouveaux besoins et voilà. Oui. Oui, concernant la police municipale, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à mutualiser avec d'autres communes ? Alors, ce qui permettrait d'optimiser certains postes. Oui. Je pense à Riva, je pense à les communes environnantes. Il y a un intérêt, et je crois que ça avait déjà été souligné à la fois dans notre programme, mais aussi par Monsieur le maire dans cette instance. C'est l'une des orientations que nous avons proposées et que nous allons suivre, c'est-à-dire effectivement aussi de mutualiser avec certaines villes environnantes, mais le maire en parlerait mieux que moi, pour effectivement mutualiser, nous amener à moins dépenser de coûts et assurer un peu plus la sécurité au sein de notre commune. On va dans ce sens-là, mais ce n'est pas forcément aussi simple que de l'évoquer, par exemple, ce soir comme ça, parce qu'il faut qu'on soit, je dirais, tous au même niveau par rapport à notre police municipale. Notamment, par exemple, il y a un critère commun qu'on doit avoir, ce qui n'est pas le cas de Vauche aujourd'hui, c'est-à-dire l'armement de notre police municipale. On n'en est pas là, on est en train d'en parler. Ça nécessite une décision, ça nécessite de la formation des agents, des profils bien ciblés aussi par rapport à cette éventualité. Mais oui, on est dans cette optique de mutualiser nos efforts avec nos villes avoisinantes de manière à renforcer encore la sécurité sur notre commune. Par exemple, des communes comme Riva, Vauchette qui n'ont pas de police municipale, est-ce que ça peut les intéresser ? Et qui financent un demi-poste, un quart de poste, etc. Alors, c'est pas possible. Il faut qu'ils créent un poste de policier, qu'ils en aient un sur la commune pour pouvoir mutualiser. La mutualisation, ça ne se fait pas de commune à commune. Il faut que ce soit les agents qui soient mutualisés. Donc, entre autres, on est en train de travailler, puisque tu parles de Vauchette, mais ce n'est pas le cas de Vauchette, c'est le cas de Chamboeuf. On est en train de regarder. Chamboeuf serait intéressé apparemment d'avoir une police municipale, peut-être un agent ou 2, je ne sais pas, mais là, dans ce cas-là, on pourrait mutualiser les moyens
humain. Et entre autres, nous, ça nous intéresse puisque on parle de communes environnantes, mais il faut savoir qu'il faut qu'il y ait la continuité du territoire. C'est-à-dire que nous, actuellement, on pourrait mutualiser avec Andrézieux, sauf qu'on ne peut pas mutualiser avec Saint-Galmier parce qu'on ne touche pas géographiquement la ville de Saint-Galmier. Si Chamboff venait avec une police municipale, oui, effectivement, on pourrait, par le système de passerelle, mutualiser avec les 2 autres communes. On est en train d'y travailler, donc comme l'a dit Michel, ça faisait partie de notre programme, un Vosges plus sûr, donc on est en train de renforcer la police municipale, et demain, le but aussi, c'est de mutualiser les moyens humains. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, votez à l'unanimité. Maintenant, ça est les contrats d'apprentissage. Oui, contrat d'apprentissage, je vais essayer d'être rapide vu que l'heure tourne et que nous avons des contraintes sanitaires. En fait, il s'agit ici de nous permettre d'embaucher un contrat d'apprentissage sur 2 ans sur la commune de Vosges. On a un avis qui a été donné par le comité technique paritaire en séance du 24 septembre 2020, un avis qui est favorable. Nous avons l'opportunité de créer ce type de poste, notamment en direction peut-être de personnes qui souffrent d'un handicap, ce qui nous permet aussi d'assurer plusieurs choses, c'est-à-dire leur insertion dans l'emploi, mais également de les amener à obtenir une activité et un apprentissage diplômant au terme de ce contrat. Il s'agit d'un contrat de 2 ans, c'est une personne qu'on souhaiterait recruter sur le service propreté des bâtiments, un seul poste, et le diplôme préparé est un CAP d'agent de propreté et d'hygiène. Donc on vous demande aujourd'hui, par Monsieur le maire, de conclure dès la rentrée scolaire un contrat d'apprentissage conformément au tableau que vous avez dans la délibération que je viens d'évoquer, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis, d'autoriser Monsieur le maire à verser à l'apprenti la somme de 1 525 € correspondant à l'aide financière pour l'apprenti du catalogue des interventions du FIP-HFP, reversé ensuite par le FIP-HFP à la collectivité la première année d'apprentissage à la confirmation de son embauche, et d'inscrire l'imputation budgétaire comme suit: budget commune, dépenses de fonctionnement, article 64-17 de nos documents budgétaires. Est-ce qu'il y avait des questions ? Madame, le micro, s'il vous plaît. C'est Madame Roche. Merci. J'aurais simplement voulu savoir quel était le taux des travailleurs handicapés, enfin le pourcentage au sein de la commune. C'est une très bonne question. 7%. Et ce soir, 7%. Personnellement, 7%. Ah ben, monsieur le maire, voilà. C'est pour ça qu'il est maire, 7%. Ah ben, merci Michel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votez à l'unanimité. Avant de clôturer, donc l'ordre du jour étant épuisé, avant de lever la séance du conseil municipal, je voulais rajouter une petite chose concernant effectivement le dernier conseil municipal. Je vous avais demandé de m'accorder la protection fonctionnelle parce que j'avais été convoqué, j'avais été cité à comparaître devant le tribunal de Saint-Étienne en qualité de directeur de publication actuel du site internet de la mairie de Vosges. Malheureusement, donc, je m'étais engagé donc, à vous répondre sur la suite à donner. J'ai bien évidemment été convoqué. Je me suis rendu donc, au tribunal de Saint-Étienne, c'était au mois de septembre. Et j'y suis resté 10 minutes. C'était juste pour me voir notifier que comme j'étais directeur de publication, puisque j'ai été élu maire de la ville de Vosges le 3 juillet 2020, et que
l'affaire concernait en fait l'ancien DGS qui a porté devant le tribunal pour diffamation concernant, donc, si je ne me rappelle plus, c'était le conseil municipal en janvier 2019, diffamation contre l'ancien DGS pour l'affaire du château de Nazelles. Et donc, il y avait deux affaires. Donc, il y avait une affaire qui concernait la diffamation, et c'était l'ancien maire, donc Christian Sapie. Et puis, il y avait la deuxième chose, c'était qu'il y avait le directeur de publication qui, à l'époque, était l'ancien maire Christian Sapie, mais étant donné que ça a changé le 3 juillet, donc c'était le nouveau maire en tant que directeur de publication, puisque le conseil municipal, les délibérations, étaient publiées sur le site internet de la ville de Vauche. Donc c'est le nouveau maire qui a en charge de la direction de publication. Donc c'est moi qui ai reçu la convocation pour comparaître au tribunal. Pour l'instant, c'est en cours d'instruction. On m'a dit qu'on me donnerait réponse dans les 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc là, c'était fin septembre, donc fin octobre. Je pense que d'ici le courant novembre, je vais avoir une réponse. Soit je suis mis en examen, ou je ne sais pas. Je vais être confiné, peut-être plus tôt que prévu, mais je ne sais pas. Donc, je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'explications sur cette affaire. Maintenant, concernant la période que nous vivons, au regard de la crise sanitaire qui s'aggrave de manière préoccupante dans le département, le plus touché de France, j'ai décidé donc le 23 octobre, vendredi 23 octobre, de prendre des mesures additionnelles à celles présentées par Madame la préfète de la Loire. Ces dispositions qui concernent la fermeture de certains équipements communaux sont entrées en application dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre et jusqu'à nouvel ordre. Toutes les salles municipales de la ville de Vauche, Centre Émile Pelletier dans son intégralité, l'espace Bayard dans son intégralité, salle polyvalente Irénée-Laurent, salle des associations Saint-Laurent, salle des associations Les Glycines. Toutes les structures sportives couvertes, complexe sportif, gymnase Santoire, salle des sports Saint-Laurent, court de tennis couvert les loges, les vestiaires, bureaux et salles de réunion du stade Irénée-Laurent, la salle avec le bar du Boulodrome Jo Bardelet, la salle utilisée par Vosges Jumelage, tous les bureaux associatifs. Conscient de la gêne occasionnée, j'ai pris avec concertation avec mes adjoints concernés cette décision et je l'assume. Elle est guidée par le nécessaire principe de précaution que j'entends appliquer pour assurer la meilleure protection possible de nos concitoyens. Donc voilà, concernant ces dispositions qu'on a prises en toute concertation, c'est vrai qu'on est allé au-delà des préconisations, enfin de l'arrêté préfectoral, concernant, entre autres, la seule chose c'était l'interdiction aux mineurs, alors que la préfecture, eux, autorise aux mineurs d'intégrer les salles complexes sportifs pour poursuivre leur activité. On a pris l'initiative, et je l'assume totalement, de fermer justement pour tous les mineurs, justement pour éviter de... Je sais que c'est peut-être pas eux qui sont le plus porteurs du virus, mais il m'a semblé en toute logique et par équité avec toutes les personnes utilisatrices et qui font des activités dans les salles, de fermer justement ces salles à tout le monde. Donc ça peut changer, puisque vous savez que cette semaine, il y a 3 réunions des commissions sanitaires, de défense sanitaire. Il y en a eu une qui a eu lieu aujourd'hui, il va y en avoir une autre demain. Donc certainement qu'on va nous appeler, nous les maires des 323 communes du département de la Loire, à certainement une visioconférence avec la préfecture pour
l'avancement justement de toutes les mesures qui pourront être prises dans les jours à venir. Donc, je ne crois pas trop qu'on va faire machine arrière. Je crois plutôt que le mouvement va se durcir. Donc, pour l'instant, l'arrêté reste en application. S'il y avait des mesures complémentaires à apporter, je reviendrai bien évidemment vers vous pour faire appliquer justement toutes ces mesures complémentaires qu'on nous imposerait au niveau de la préfecture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques particulières par rapport à ça. Comment ? C'est bon ? Eh bien, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du conseil municipal. N'oubliez pas de signer le registre avant de partir. Là, c'est 9h moins 10 et je pense qu'on pourra rentrer tous à temps chez nous puisqu'on est tous de la commune. Voilà. Je vous remercie. Passez une bonne soirée et à bientôt.